Les contes et légendes contiennent la sagesse de l'Afrique. Ils sont le voile qui recouvre les secrets de la tradition. Tous les aspects moraux, physiques, séculiers peuvent y être évoqués. Le griot, le conteur, est souvent dépositaire d'un message qu'il faut écouter et comprendre. Nous sommes le mardi 1er avril de l'an de grâce 2014. Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver encore pour une nouvelle édition de Kiosque Africain. C'est une nouvelle journée, de nouvelles informations traitées par nos confrères de la presse écrite africaine. La grande nouvelle, la bonne nouvelle en tout cas de cette journée, de ce mardi 1er avril 2014, c'est la libération de Laurent Koudou-Gbagbo à la Cour pénale internationale avec l'engouement et l'accord du gouvernement ivoirien d'Alassane Dramane Ouattara. Belle nouvelle, Raoul Pépin Benabena. Très bonne nouvelle, surtout que les Ivoiriens s'y attendaient il y a déjà quelques temps. Vous savez, le rapprochement de Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale a certainement excité les esprits et a ramené une pensée commune qui est celle de la libération de Laurent Koudou-Gbagbo. Donc c'est une nouvelle qui tombe à pic et les Ivoiriens doivent danser. Raoul Pépin Benabena, je vous dis déjà bonsoir, bienvenue encore à cette autre édition de Kiosque Africain. Bonsoir, vous également et très bien, qu'est-ce qu'on dit? Très belle journée. Et très bienvenue ou bien très bon, très non, bienvenue? Très bonne arrivée. En tout cas, le français, parfois, ça nous échappe aussi. Mais dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir souhaité une très bonne journée. Moi également, je vous souhaite un retour cette bonne journée et nous attendons voir ce qui est à décrypter dans les journaux. Décrypter, analyser l'information traitée par nos confrères de la presse écrite africaine, c'est notre devoir de tous les jours. Tous les jours à partir de 17h30, heure d'Afrique centrale. Nous commençons déjà avec Niamey, Niger. L'opposition signe sa reddition. C'était la grande une. Ainsi soit-il, nous disait le quotidien Niamey, en optant en tout cas pour la politique de la chaise vide. L'opposition parlementaire marque sa part d'irresponsabilité dans le traitement des questions cruciales. Poursuivait d'ailleurs nos confrères dans les colonnes de Niamey ce mardi. Alors, une position presque irresponsable d'après nos confrères du journal Niamey. Une opposition qui est prête à claquer la porte aussitôt qu'un ministre de l'opposition a été interpellé par les forces de l'ordre pour répondre d'un certain acte soit de détournement des biens publics, soit des actes liés au code pénal. Alors, cette opposition qui, finalement, ne participe pas au débat parlementaire, crée un véritable problème aux citoyens du Niger qui estiment que de la part de l'opposition, elle ne jouait pas entièrement son rôle. Donc, en réalité, c'est une opposition jugée très irresponsable qui ne joue pas pleinement son rôle et qui laisse le gouvernement prendre seul des décisions qui sont parfois horribles. Alors on a l'impression aujourd'hui que le Niger n'a pas vraiment une opposition en tant que telle en face du pouvoir en place. C'est une opposition qui, me semble-t-il, n'est pas préparée à jouer le jeu démocratique, n'est pas préparée à débattre. Parce que, voyez-vous, au moindre laquais, l'opposition se retire et puis participe à ce qu'on appelle la chaise vide. Donc c'est un problème très sérieux, d'où ce journal à Niamey qui estime que cette opposition n'était pas utile pour le peuple du Niger. On a l'impression, en tout cas sur le continent noir, de ce gros problème avec l'opposition qui ne participe pas au développement même du pays, mais a toujours tendance à insulter, à injurier en tout cas le pouvoir en place. En réalité, c'est un problème de rapport de force qui est toujours très inégal. Parce que si vous regardez la représentation au niveau des parlements, vous allez voir que le parti au pouvoir engrange à lui seul pratiquement les 2 tiers des sièges. Donc cette opposition, avec ou sans savoir, il y a déjà ce qui peut être lancé dans le cas où le parti au pouvoir veut en lancer. Donc cette opposition, généralement, trouve que ses idées ne valent pas la peine, donc autant mieux claquer la porte et aller attendre et voir tout ce qui va arriver. Justement pourquoi nos confrères de Niamey parlent de la politique de la chaise vide Niger. L'opposition signe sa reddition. Ainsi soit-il, nous disait le quotidien Niamey, quotidien nigérien, dans sa parution de ce mardi 1er avril de l'an de grâce 2014. Kaloum Presse, nous sommes là en Guinée-Conakry, l'Union européenne vole au secours des Guinéens. L'information contenue dans les colonnes de Kaloum Presse parlait d'un montant de 500 000 € débloqué par l'Union européenne. Ce soutien devrait garantir une assistance sanitaire immédiate. On parle bien sûr du virus Ebola. Il y a également la CEDEAO qui annonce également une aide de 250 000 dollars. L'annonce a été faite samedi dernier, pratiquement au terme des assises de la CEDEAO, des 44e assises. Alors, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest entend également marquer d'un saut en cette lutte qui est, il faut le dire, qui pour le moment est active en Afrique de l'Ouest. Parce que la Guinée-Conakry en Afrique de l'Ouest, il y a des pays, le Libéria en Afrique de l'Ouest, il y a la Côte d'Ivoire, le Sénégal qui sont pratiquement guettés et qui partagent les mêmes frontières avec les pays pratiquement touchés. Donc c'est l'Afrique de l'Ouest qui semble être mobilisée autour de la circonstance.
Et l'ère de l'Union européenne vient tout simplement s'ajouter à celle que la CEDEAO en avait déjà faite. La Guinée-Conakry en a besoin, surtout qu'on parlait déjà de 78 morts et 122 cas détectés. Donc c'est un problème très sérieux. Le virus prend davantage de l'ampleur. Et le président Alpha Condé a bien fait de sortir et de demander à sa population de garder le calme, de ne pas céder à la rumeur, de respecter tout simplement les règles telles qu'indiquées par les services de santé qui sont activement sur le terrain, et on espère mieux que le virus va disparaître. On peut parler aujourd'hui d'un très grand bond en avant, en tout cas pour la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a décidé en tout cas de débloquer 250 000 $ pour venir en aide à un pays voisin qui est tout simplement la Guinée-Conakry. On peut parler également d'un sursaut d'orgueil, parce qu'on sait également que la CEDEAO depuis un certain temps a quand même progressé en matière de croissance. En réalité, c'est un exemple quand même à suivre par les autres organismes aussi. La CEDEAO montre là qu'il y a un élan de solidarité, un élan qui anime quand même les 15 pays qui regroupent aujourd'hui la CEDEAO. Vous voyez comment, de façon prompte, les fonds sont débloqués, et puis la Guinée se sent quand même bien dans Bien son entouré. affaire. Voilà, très bien entouré. Donc c'est un geste salutaire, et ça prouve quand même que la CEDEAO a un pas en avant par rapport à d'autres pays comme la CEAC, la SUMA, qui traînent encore sur cette affaire de libre circulation des biens et des personnes dont on en évoque, ça fait une dizaine d'années aujourd'hui. En tout cas, la Guinée-Conakry fait face actuellement, s'alarme en tout cas depuis lundi, Médecins sans frontières, à une épidémie sans précédent du virus Ebola, la fièvre hémorragique hautement contagieuse et le plus souvent mortelle, dont 2 cas ont été confirmés du côté de Libéria pour la première fois. Et surtout, 118 personnes ont été déjà tuées sur 122 cas, comme le disait tout à l'heure Raoul Pépin Bena. Sur ces cas suspects, 22 ont été confirmés positifs au moins au virus Ebola. Et comme le disaient nos confrères de Kaloum Presse, l'Union européenne vole aujourd'hui au secours des Guinéens. L'information était contenue dans les colonnes du quotidien de Guinée-Conakry, Kaloum Presse. Restons toujours sur le continent noir. Cette fois-ci, on est toujours en Afrique de l'Ouest avec la Nouvelle Tribune. Nous sommes là au Bénin. Transhumance politique au Bénin. La Nouvelle Tribune nous faisait constater que le PRD a été mis en difficulté dans son propre fief. Selon nos confrères, le parti serait victime d'un vaste complot du pouvoir en place. Alors, à quelques mois de la communale, c'est la ruée des maires PRD vers la majorité présidentielle. C'est un coup dur de l'opposition qui est en train de se départager pratiquement de ses élus, qui vont rallier probablement le parti au pouvoir pour en faire une majorité très forte. Et cela est d'ailleurs de bon ton, de bonne guerre. Et il faut bien que les atouts soient rassemblés d'une part ou d'autre. Mais les raisons qui sont évoquées, c'est que le parti au pouvoir semble utiliser une manière très rusée, qui est d'ailleurs connue de tous, celle de venir vous présenter le lendemain meilleur, vous dire voilà, avec nous, vous aurez possibilité d'avoir des projets sur des routes et bien d'autres choses. Si vous restez dans l'opposition, pratiquement vous n'aurez rien, et ça sera un véritable calvaire pour vos communautés. Donc, ces maires qui sont simplement tombés déjà dans le piège du parti au pouvoir veulent se rallier à ce parti au pouvoir en espérant bien que les lendemains seront meilleurs. Mais malheureusement, la politique a toujours démontré le contraire. Lorsqu'on est arrivé, on a réussi à prendre ce qu'on veut, alors on s'y tait et à jamais. On se tait toujours et forcément, comme le disait Montesquieu, en politique, les habitudes tuent et surtout les mauvaises d'ailleurs. Transhumance politique au Bénin, la Nouvelle Tribune nous faisait constater que le PRD a été mis en difficulté dans son propre fief. Selon nos confrères, le parti serait victime d'un vaste complot du pouvoir. On parle bien sûr du pouvoir quand on parle de Toba Boni Yahi. Effectivement, lorsque vous voyez ce qui est en train de se passer, c'est quand même un plan qui est bien peaufiné. Ce n'est pas un fait du hasard que plusieurs maires essaye de claquer la porte du PRD pour se rallier au parti au pouvoir. C'est un plan bien peaufiné et qui ne suit que son dénouement. En tout cas, on a souvent l'impression qu'avec toujours les partis au pouvoir, les partis d'opposition sont toujours aussi faibles et ont toujours tendance, en tout cas certains, à venir entrer en tout cas dans le parti au pouvoir. Oui, mais vous n'avez qu'à voir. C'est un calcul politique à part. Vous n'avez qu'à voir, le parti au pouvoir utilise tous les moyens d'État. D'ailleurs, le parti au pouvoir a tous les moyens possibles. Or, les partis d'opposition, même quand il faut leur donner ce qu'on appelle, généralement, ils ont un fonds de soutien que les partis qu'on leur donne chaque fois. Même quand il faut leur donner ça, on passe par un chantage. Quelqu'un vous dit là, bon, d'accord, vous faites même quoi dans l'opposition? On doit vous donner 250 millions. Prenez d'abord 100 millions. Si vous ne voulez pas d'ailleurs, vous n'en aurez plus. En vous donnant les 100 millions, on est sûr que ça ne vous fera rien et que vous allez passer le temps à manger cet argent. Malheureusement, vous n'allez pas évoluer. C'est ça le problème. Malheureusement,
c'est l'Afrique et on ne peut qu'avoir des yeux pour pleurer. Et il faut également le dire, nous l'avons remarqué également, nous l'avons toujours dit ici, on a l'impression que les partis au pouvoir sont également ceux-là qui sont des partis d'opposition, sortent directement de ces partis au pouvoir. En réalité, ce sont ceux qui sont déçus par les partis au pouvoir, qui reviennent dans l'opposition. Donc, c'est des gens qui se connaissent. Et parfois, ils repartent également. Et parfois, ils repartent également. Ça veut dire qu'il joue à un jeu d'intérêt. Lorsqu'on lui présente une pièce de 100 francs de ce côté, il attrape. Et demain, on présente une pièce de 200 francs, il va attraper. Donc, il va jouer comme ça jusqu'au moment où il va se retrouver qu'il est rattrapé par son propre jeu. La meilleure des choses à faire souvent dans ce cas-là, c'est toujours regarder l'autre côté de la pièce. Si on regarde l'autre, forcément, on a également l'autre côté de la pièce. Et également, c'est la politique. Quelqu'un me disait un jour, un politicien qui me disait, lorsque vous regardez une pièce d'argent, si vous êtes avec la face, n'oubliez surtout pas, vous portez également la corde. Tout à fait. Nouveau réveil, nous sommes là en Côte d'Ivoire. Appel au boycott de la réconciliation, marche éclatée selon le nouveau réveil. Le Front populaire ivoirien prépare l'assaut final. Le journal croyait savoir déjà ce matin les dessous d'une opération de déstabilisation planifiée. Alors, est-ce une volonté d'entretenir le bras de fer? On se pose exactement cette question. Est-ce une volonté de se mesurer, d'où le rapport des forces qui est souvent constamment cherché? Est-ce que ce climat tenterait un jour à ramener de la réconciliation en Côte d'Ivoire? Autant de questions et on dit non, parce que la Côte d'Ivoire est en train de traverser encore des périodes de braise, voyez-vous. On aurait cru qu'il y avait déjà eu accalmie là-bas, mais que non. Le départ de Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale ramène pratiquement la Côte d'Ivoire dans une période de tourmente et on a comme impression que le Front populaire ivoirien veut en saisir l'occasion pour mettre aux yeux du monde toute sa grande force de mobilisation, soit à travers des sittings dont il fait allusion, ou alors à travers un boycott général lancé par rapport à cette opération de recensement général de la population. Donc c'est une situation extrêmement difficile et il faut que le pouvoir ivoirien s'attende à des lendemains extrêmement difficiles. Mais je crois que les cartes sont entre les mains de M. Alassane Dramane Ouattara. S'il a vraiment besoin de la réconciliation en Côte d'Ivoire, il sait ce qu'il doit faire. Mais n'oublions pas également que le Front populaire ivoirien, avec les 12 partis politiques qui sont aujourd'hui dans une même coalition, avait déjà prévenu le pouvoir en place que bientôt, en fait, le dialogue était terminé entre le pouvoir et surtout l'opposition. C'est une conséquence directe du départ de Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale. Et n'oubliez pas que le président Alassane Dramane Ouattara s'était d'abord opposé une fois en disant que la Côte d'Ivoire a suffisamment une justice capable de juger M. Charles Blé Goudé sur place. Mais alors, ce retournement de veste qui entraîne donc M. Charles Blé Goudé aujourd'hui à la Cour pénale internationale fait quand même preuve de quelqu'un qui n'a pas tenu à sa parole et qui a trahi une fraction de la population ivoirienne, parce qu'il y en a qui ont même voté M. Alassane Dramane Ouattara qui se sentent trahis aujourd'hui, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi les problèmes ivoiriens doivent aller hors des frontières de la Côte d'Ivoire, alors que la Côte d'Ivoire a une juridiction capable de juger ces gens. Donc en réalité, c'est un sentiment de déception qui va certainement amener avec lui beaucoup de mauvaises humeurs. On a toujours tendance à parler des pro-Barbeau et surtout des pro-Batara. On a souvent tendance à oublier un autre camp qui appartient en tout cas à Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié que plusieurs Ivoiriens, parce qu'il avait déjà fait un appel à plusieurs Ivoiriens de voter plutôt en 2011, on se rappelle lors des élections présidentielles. Ils ont formé un fonds qu'on a appelé le Rassemblement des Oufouettistes. Des Oufouettistes pour voter carrément Alassane Dramane Ouattara. Malheureusement, cette frange de la population est aujourd'hui déçue par le gouvernement en place et surtout par Henri Konan Bédié lui-même. Ça c'est clair, parce qu'en réalité, la manière dont le pouvoir ivoirien est en train d'être géré, on a comme impression qu'il y a une guerre qui est menée contre un camp. Ça veut dire qu'il faut absolument exterminer ce camp et en pensant qu'on va gérer la Côte d'Ivoire tout seul. Or, j'aime alors rappeler, lorsque vous regardez les résultats des dernières élections présidentielles, même si M. Laurent Gbagbo a perdu, mais c'était avec 49% des voix. Donc ça veut dire qu'il y a près de la moitié des Ivoiriens. Selon les résultats de la communauté internationale. Oui, il y a près de la moitié des Ivoiriens qui sont encore derrière M. Gbagbo. Donc vous ne pouvez pas prétendre une réconciliation en Côte d'Ivoire sans tenir compte de l'existence de M. Gbagbo. Ça c'est impossible. Alors vous voyez que tous les essais que le gouvernement Ouattara essaie de faire, libérer certains pour Gbagbo, prendre les uns, envoyer à la Cour pénale internationale, c'est tout simplement du désordre politique. À l'intérieur, c'est une façon de jouer au dilatoire pour permettre maintenant à la communauté internationale, pour vouloir prendre la communauté internationale à témoin et dire, bon voilà, nous avons libéré, mais ils ne veulent pas venir sur la table de négociation. On a libéré qui? La libération, c'est celle de M. Charles Blé Goudé. C'est vrai que M. Laurent Koudou Gbagbo a été libéré aujourd'hui, mais
on attend aussi que M. Charles Blé Goudé soit libéré. Et c'est là où la réconciliation peut avoir son sens. En tout cas, nous savons une chose simple, c'est que M. Henri Konan Bédié reste toujours en retrait. Parlant du nouveau réveil, c'est un appel au boycott de la réconciliation. Mars éclaté selon le nouveau réveil. Le Front populaire ivoirien prépare l'assaut final. Le journal croyait savoir, c'est un journal gouvernemental, les dessous d'une opération de déstabilisation du pays. Sud Quotidien, nous sommes là au Sénégal. Dakar ville à vendre, titre Sud Quotidien. Le journal déplore l'état d'avancement délabré, de délabrement en tout cas de certains édifices marquant la particularité de la ville. Selon nos confrères, l'État devrait prendre ses responsabilités. Alors, la ville perd son âme, la ville perd pratiquement sa fraîcheur, sa clairvoyance, la ville est totalement vieillissante. C'est ce que déplore Sud Quotidien aujourd'hui. C'est une ville à vendre. Parce qu'effectivement, il ne sert plus à rien aux Sénégalais. D'après nos confrères de Sud Quotidien, qui ont d'ailleurs la plume très dure, il faut le rappeler, Dakar ressemble maintenant à une espèce de broussaille qui n'a plus de nom, dont on ne saurait qualifier dans l'orthographe français. Il faut également vous dire que Sud Quotidien nous rappelle que l'aéroport international est devenu un lieu de trafic de tout genre, où on peut entrer et ressortir sans toutefois être inquiété, dans une situation d'insécurité totale qui est déplorée par Sud Quotidien. Et également, le journal s'en va jusqu'à constater que même la fameuse foire internationale qui a attiré encore du monde à Dakar est en voie de disparition. D'où les responsables de Dakar doivent prendre leurs responsabilités. On a l'impression aujourd'hui que la grande ville Dakar, la grande ville dont on parlait encore il y a quelques décennies aujourd'hui, est aujourd'hui en désuétude. À y voir, à parcourir les colonnes de Sud Quotidien, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Mais il y a quand même un espoir qui demeure. N'oubliez pas que l'émergence du Sénégal, c'est en 2035. Donc les Sénégalais ont encore un peu de temps pour ramener leur ville chérie à une valeur tout à fait telle qu'on a connue dans les dernières ententes, dont le Sénégal peut encore se refaire. Il n'y a que quelques quoi qu'il faut rapidement ramener et le Sénégal peut se refaire à travers Dakar. En tout cas, comme le disait encore une d'un journal sénégalais, Le Soleil, il y a quelques jours encore, eh bien, c'est tout simplement les chemins de l'espoir que rapporte aujourd'hui Macky Sall, le président sénégalais. Puisqu'on parle du Soleil, on reste avec le quotidien Le Soleil, toujours au Sénégal. Prévention du virus Ebola, le Sénégal ferme ses frontières. C'était le titre qu'avait choisi Le Soleil dans sa parution, sa deuxième sortie de la semaine. Le journal nous apprenait qu'aucun cas n'est suspecté. Tous les services de santé sont quand même en alerte. Malheureusement, la représentante de l'Organisation mondiale de la santé basée au Sénégal a quand même été frustrée par cette décision du ministère sénégalais de la santé de fermer pratiquement les frontières. La représentante de l'Organisation mondiale de la santé a pensé que la décision n'était pas aussi mauvaise que ça, mais que cela portait une entrave à la libre circulation des personnes et des biens, et que de tels actes sont généralement en coordination avec l'OMS pour dire à quel moment les frontières peuvent être fermées et à quel moment il faut les rouvrir. Malheureusement, l'acte n'a pas été pris en compte par l'État du Sénégal, qui a d'ailleurs été prié par l'OMS de revenir en arrière pour qu'ensemble une solution soit trouvée dans ce sens. Parce que voyez-vous, le fait que l'Ebola fasse rage en Guinée-Conakry et plus ou moins au Libéria ne devrait pas quand même empêcher qu'il y ait une circulation des personnes et des biens. Il y a d'autres mesures qui peuvent être prises et c'est ce que déplore malheureusement Le Soleil, qui nous dit aujourd'hui que le Sénégal a pris prudemment la décision, une décision prudente parce qu'il est vrai que les États doivent sécuriser leur population, mais qui aurait pu être vu d'une certaine manière. En fait, on sait également que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est sur le terrain, mais également Médecins sans frontières est également sur le terrain actuellement du côté de la Guinée-Conakry, du Libéria, mais surtout également du côté du Sénégal. Absolument. On espère tout simplement que les choses vont rentrer dans l'ordre dans les toutes prochaines semaines. Le pays, nous sommes là au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. On parlait bien sûr d'audience foraine du tribunal militaire à Kongoussi, nous disait le pays ce mardi. 12 ans de prison ferme pour 4 militaires braqueurs. Selon le journal, cette condamnation remet en cause la formation des jeunes militaires, pourtant chargés de défendre les intérêts d'un peuple et surtout sa souveraineté. Exactement. On peut donc se poser la question de savoir qui sont ces gens qui font la formation militaire, qui sont ces militaires qui sont recrutés à coups de milliers de francs CFA chaque année, qui sont ces militaires dont on doute encore de la moralité parce que voici une preuve palpable. Les militaires sont visiblement aussi des braqueurs. Voilà donc 4 braqueurs militaires qui prennent 12 ans d'emprisonnement ferme au Burkina Faso. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire dans l'armée alors qu'ils étaient des éventuels braqueurs? Autant de questions. Comment ont-ils fait pour intégrer l'armée alors que ce sont des braqueurs? Ça pose donc un problème de formation. Et lorsque on recrute ces militaires, qu'est-ce qu'on leur dit?
dans des centres de formation. Dans le processus de recrutement, est-ce qu'il n'y a pas cet entretien moral qui permet quand même de déceler le type de moralité que peut endosser le potentiel candidat. Le type de personnalité que peut avoir en tout cas un être humain. Voilà, c'est un problème sérieux. Ça nous pose donc un problème de savoir est-ce que les États africains sont suffisamment avisés dans cette affaire, parce qu'on s'est rendu compte que ça, ce n'est qu'un cas parmi beaucoup d'autres cas. Il y a des policiers qui sont arrêtés chaque année. Il y a des militaires, des gendarmes qui sont arrêtés dans des cas de braquage. Et on s'étonne parfois de voir que des braqueurs ont des armes. D'où viennent ces armes? Voilà donc des cas palpables. Et ça suscite donc une curiosité sur le fait que les États doivent désormais prendre en compte cet acte de moralité des militaires qui doivent être recrutés. Que pensez-vous aujourd'hui de cette belle phrase d'un politologue qui demandait en tout cas que tous les militaires, tous les policiers, tous les gendarmes puissent avoir ce qu'on appelle un acte de patriotisme, qu'on leur apprenne en fait le patriotisme, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, dans tous les États africains, le mot patriotisme a carrément disparu du langage. Voilà un exemple, voilà déjà une proposition que les États peuvent prendre en considération, parce qu'en réalité, le patriotisme incarne quand même un certain nombre de valeurs qui permettent, n'est-ce pas, aux militaires de mener à bien et dans la sainteté leur métier. Malheureusement, peut-être cet esprit de patriotisme est parfois bafoué. Oublié même, il faut le dire. Oublié, très souvent oublié, mais bafoué également par des actes de barbarie, tels que les braquages et bien d'autres que déplore aujourd'hui la nouvelle tribune. En tout cas, on se rappelle de ce que dans les années 1960, quand on parlait de patriotisme, tout le monde savait ce que c'est. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, on a l'impression que les Africains ont oublié carrément ces mots. En tout cas, comme le disait le quotidien burkinabé Le Pays dans sa parution de ce mardi, audience foraine au tribunal militaire à Kongoussi, 12 ans de prison ferme pour 4 militaires, braqueurs, et ce n'est pas la première fois qu'on le voit sur le continent noir. Journal de Bangui, nous sommes là en RCA. François Bozizé sur une liste de sanctions de l'ONU. Journal de Bangui nous apprenait que son fils Jean-Francis Bozizé serait aussi dans la liste de 11 personnes que le Conseil de sécurité veut sanctionner. Poursuivait d'ailleurs nos confrères dans les colonnes du journal de Bangui. Alors, c'est la France qui propose une liste de 11 personnes auprès du Conseil de sécurité et de paix des Nations Unies. Des Nations Unies. En proposant cette liste, il figure François Bozizé et son fils Jean-Francis Bozizé, qui, on le dit très souvent sur ce plateau, on ne sait pas exactement quel est leur rôle en République centrafricaine en ce moment. Nous avons eu les dernières informations nous disant qu'on a aperçu le fils de M. François Bozizé aux alentours de Bois, forcément avec les anti-Balaka. C'était pour faire quoi? Autant de questions qu'on se pose. M. François Bozizé lui-même avait déjà adressé un courrier, soit disant qu'il devait venir reprendre son siège qu'il a dû laisser par un coup d'État d'un certain monsieur Michel Djotodia, qui aujourd'hui est devenu un très grand entrepreneur européen. Alors, et qui n'est inquiété de quelque façon que ce soit. Non, il n'est vraiment inquiété de quelque façon que ce soit. Peut-être que dans la liste de 11 personnalités dont on fait allusion, il est également concerné. En tout cas, on n'a pas encore les informations y afférentes. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que la présence de M. François Bozizé sur l'autel centrafricain dérange. Parce que les anti-Balaka qui ne connaissent que son langage, parce qu'il faut le dire, lorsqu'il arrive en 2007, c'est lui qui parvient à calmer quand même la fureur des anti-Balaka. Et je vous rappelle qu'il y a une fraction des anti-Balaka qui est fidèle à M. François Bozizé, et c'est cette fraction qui était armée. Donc vous comprenez donc que ces actions commises aujourd'hui par les anti-Balaka, dont on ne parvient même pas à expliquer, parce que vous ne pouvez pas me dire que des gens qui viennent mettre la sécurité chez vous, vous vous attaquez à ces gens-là. Il n'y a rien qui puisse expliquer ça. Donc, la seule explication que nous pouvons trouver, c'est que M. François Bozizé veut absolument qu'il soit appelé sur la table des négociations parce qu'il veut revenir au pouvoir d'une façon ou d'une autre. Il ne veut donc pas consentir que la crise se résolve en République centrafricaine sans sa personne. Ça sera un échec pour lui. Donc, malheureusement, François Bozizé, son jeu est vu de très loin. Appartient-il aujourd'hui à l'Hexagone, à la France précisément, de proposer 11 noms aux Nations Unies? Vous savez que les Français suivent de près cette actualité en République centrafricaine. N'oubliez pas que l'opération Sangaris... N'oublions pas également que la France est également impliquée dans cette histoire. N'oubliez pas que l'opération Sangaris, c'est quand même des Français. N'oubliez pas que c'est la France qui mobilise quand même l'Union européenne à venir soutenir la République centrafricaine. N'oubliez pas que c'est toujours cette France qui prend les devants lorsqu'un pays africain est en difficulté. C'est un mariage qui semble être aujourd'hui difficile. On ne peut pas dissocier la France et l'Afrique. Malheureusement, on est désolé.
Mais il faut constater que c'est encore cette France qui prend généralement les devants lorsqu'il faut condamner des gens. On parle d'une liste de 11 personnes, donc François Bozizé, y compris les ex-CDK. Sans oublier les ex-CDK et surtout le nom de son fils Jean-Francis Bozizé également. Est-ce que cela ne provoquerait pas dans les jours à venir une autre résurgence de la violence du côté de la RCA? En réalité, si M. François Bozizé joue au franc jeu, il va d'abord demander à Zanti Balaka de se calmer. Maintenant, il va donc faire des appels pour que un dialogue soit ouvert et qu'il soit invité sur la table des négociations. Je crois que c'est de cette manière qu'il pourra refaire son retour en politique en République centrafricaine. S'il faut aller perturber l'ordre public, c'est-à-dire demander aux anti-Balaka de ne pas céder, c'est-à-dire de mener ce désordre en croyant que dans le désordre, il pourra se constituer un schéma visible, il est en train de se tromper. Et d'ailleurs, je vous dis, dans le cas où les Nations Unies vont accepter cette proposition de la France, il y aura d'abord gel des finances de M. François Bozizé un peu partout dans le monde entier et il sera interdit de voyager. Donc ça sera donc quasiment un prisonnier qui ne pourra plus rien faire. En réalité, il est bon pour lui que le calme revienne en Centrafrique pour qu'il revienne faire surface. Raoul Pépin Bena, une carte qui n'est pas toujours la carte, en tout cas, des Centrafricains depuis un certain temps, le dialogue. Le dialogue, en tout cas, pour tous ceux qui ont été quand même au pouvoir du côté de la Centrafrique, leur demander de venir sur une table et d'en discuter. Jusqu'à preuve du contraire, on n'en parle pas. On n'en parle pas et c'est très surprenant. Mais en réalité, il y a quand même ça que Mme Samba Panza a quand même tendu la main à toutes les fractions de la société centrafricaine. Je crois que dans son gouvernement, on y trouve toutes les fractions et je crois qu'elle est en contact direct même avec ses anti-Balaka qui lui disent chaque jour, non maman, nous allons laisser, nous voulons rentrer chez nous. Mais à un moment donné, la situation se retourne. En tout cas, je parle également du cas de M. François Bozizé, qui, il faut le dire également, était le président légitime en Centrafrique et qui a eu, il faut le dire, est sorti par la mauvaise porte, par un coup d'État, on se rappelle, le 23 mars 2013 dernier. Il y a des voies de recours, il y a des moyens pour pouvoir se défendre, il y a des moyens pour pouvoir revendiquer et non armer des gens et demander à ces gens d'aller dans la rue. En ce moment, il est lui-même en train d'être fautif de ce qu'on appelle des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Vous l'avez bien compris, l'information était contenue dans les colonnes du quotidien centrafricain, journal de Bangui, RCA, François Bozizé, sur une liste de sanctions de l'ONU. Le journal centrafricain nous apprenait que son fils Jean-Francis Bozizé serait également dans la liste de 11 personnes que le Conseil de sécurité des Nations Unies veut sanctionner. Eh bien, c'était à lire dans les colonnes du quotidien, journal de Bangui, terminant avec mutation. Nous sommes au Cameroun, opération épervier, mutation relatait le film de l'arrestation de Louis Bapès, qui était tout simplement le ministre camerounais des enseignements secondaires qui a été interpellé et déféré hier à la prison centrale de Konengi, c'est à Yaoundé. Alors, accusé de détournement des derniers publics en coaction, Louis Bapès va finalement passer sa première nuit à la prison centrale de Konengi. L'ex-ministre des enseignements secondaires, il faut le dire, parce qu'il ne pourra plus diriger les enseignements secondaires étant à Konengi, bien qu'attendant le potentiel ministre qui sera nommé. Et en attendant également le prochain remaniement ministériel. Voilà, lui, Bapès entre aussi dans l'histoire en tant que le premier membre du gouvernement qui a été arrêté, envoyé en prison, étant encore en fonction. Ça, l'histoire lui doit cela parce qu'il n'a pas encore été démis de ses fonctions, mais il se retrouve à Konengi et on se demande bien quelle est cette bavure judiciaire qui a permis au tribunal criminel spécial d'envoyer M. Bapès en prison sans toutefois attendre qu'il soit démis de ses fonctions. C'est dit donc que le Cameroun n'est pas gouvernable. En réalité, c'est une situation qui bat le plein et qui bat le pavé des rues de Yaoundé au Cameroun où les gens se demandent si cela est possible. Mais en réalité, M. Bapès peut être aujourd'hui également l'homme à battre. Si vous regardez la dissidence qu'il a eue avec Catherine Abena, la feu, désormais feu Catherine Abena, qui fut, il faut le dire, secrétaire d'État auprès du ministre des Enseignements secondaires. Elle est décédée, elle aussi. Elle a été fustigée dans une affaire de détournement de dernière pénible. On parlait des fonds PPTE qui ont été mal gérés et dont elle se sentait impliquée. Elle a toujours dit qu'elle ne connaissait rien et que c'était M. Bapès qui était responsable de cette affaire. Mais vous savez où vient donc la meilleure? C'est que lorsque M. Bapès était très souvent entendu dans cette affaire, il était entendu en tant que témoin. On ne comprenait rien. Vous qui êtes ministre, qui êtes gestionnaire, vous qui avez ordonnateur du budget, on vous tient à une affaire en tant que témoin et on condamne votre secrétaire d'État. Votre secrétaire d'État, c'était un problème vraiment qu'il fallait revoir. Une question, Raoul. Mais avant d'y arriver, oui, permettez-moi d'aller jusqu'au bout. La question, cette situation donc ressort donc des dossiers de la TCIS parce que l'affaire Catherine Abena elle-même a failli rebondir à un moment donné où on parle donc
du ministre Bapès a été effectivement inculpé et il est pris là comme en coaction. Aujourd'hui, une dernière question avant que nous mettions la clé sur l'opération. On peut parler de vengeance parce que la plupart des gens attendaient à tout prix. Pour d'autres, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle que M. Bapès soit arrêté et mis écroué, en tout cas, dans une cellule de la prison centrale de Koningui. Pour d'autres également, c'est une question de vengeance. C'est une question de vengeance, plus ou moins. On peut le voir ici parce qu'une semaine avant son arrestation, on a quand même vu des informations que nous avons reçues nous disent que les élites veulent, c'est-à-dire la région d'où venait Mme Catherine Abena, se sont réunies pour dire que nous voulons la tête de celui qui a tué notre fille. Paraît-il que M. Bapès était déjà fustigé comme celui qui aurait tué Catherine Abena parce que l'ayant envoyé en prison, d'après ce que cette famille dit, il fallait donc absolument avoir la tête de M. Bapès. L'ont-ils eu ou n'ont-ils pas eu? On constate quand même que Bapès est en prison et qu'on n'a pas attendu le fait qu'il soit démis de ses fonctions de ministre pour l'envoyer en prison. Donc, les élites ont vraiment frappé un grand coup. Il n'a pas été démis de ses fonctions. Il est aujourd'hui écroué dans une cellule de la prison centrale de Koningui. Il s'appelle Louis Bapès, qui était jusque-là ministre camerounais des enseignements secondaires. Et jusqu'à preuve de compteur, on ne nous dit pas si et seulement s'il est en détention provisoire. On nous dit juste qu'il est aujourd'hui en prison. Il est écroué à la prison centrale de Koningui. Point final. En tout cas, l'information était à lire dans les colonnes du quotidien Mutation et surtout dans presque tous les quotidiens camerounais dans leur parution de ce mardi. Mais avant de mettre un terme, je vous rappelle que M. Bapès, qui paraît être très malade, était en train de demander une permission d'évacuation pour aller se faire traiter en France. Dans la convocation qu'il reçoit le vendredi, il n'a pas voulu se rendre le vendredi parce qu'il pensait que le week-end, il pouvait s'en aller. D'ailleurs, ce vendredi, il a envoyé certains gens au Premier ministère voir si le ministre avait déjà signé son accord. Malheureusement pas. Et entre vendredi et lundi, on a tout fait de le prendre rapidement de peur qu'il ne fuit. Selon certaines informations que nous avons également reçues, ce n'est pas sûr qu'il fera très long feu, en tout cas à la prison centrale. Il pourra en tout cas casser sa pipe très rapidement. Raoul Pépin Bena, je vous dis merci. Moi également, je vous dis merci. On se retrouve demain pratiquement à la même heure pour le même exercice. Même heure, 17h30 et surtout sur la même chaîne de télévision panafricaine, Afrique Média. Mesdames, messieurs, il est bon de se quitter pour mieux se retrouver. Restez sur Afrique Média. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne soirée à toutes et à tous et à demain, s'il plaît à Dieu.